audioguide ou d'un smartphone, découvrez l'histoire de 12 villages du Ségala grâce au projet baptisé Les Oreilles en balade. Dans vos oreilles, durant la balade justement, les voix des habitants, anciens ou enfants, vous racontent la vie d'autrefois. Il y a très longtemps, 3 petits lutins vivaient dans les anciennes pierres des canalisations. Le pouvoir des lutins, c'était de rendre l'eau miraculeuse. Il suffit d'un smartphone pour lire un code QR et pour télécharger la légende de la fontaine, lue par les enfants, ou son histoire racontée par un habitant. Tu te rappelles quand tu allais chercher l'eau là pour les chambres de l'hôtel? Oui, on n'avait pas encore l'eau courante. Quand je suis venu ici, moi en 52, vous alliez chercher l'eau encore là-bas au Grifoul. Ce qui est innovant, ça semble assez incroyable, mais c'est d'entendre les habitants qui vont raconter le monde rural d'autrefois, d'avant les années 50, c'est-à-dire d'avant les 30 Glorieuses, sachant qu'en 30 ans, le monde rural a évolué à une telle vitesse que on est en train de perdre, si on n'y fait pas attention. Bientôt, on va se retrouver devant un petit patrimoine du genre les fours à pain, les puits, les croix là, aux croisées des chemins. On ne saura même plus à quoi ça pouvait bien servir. Comme ici, à Sauveterre de Rouergue, ce travail, outil indispensable pour ferrer les vaches, un ancien du village raconte son fonctionnement. Elles étaient attachées, il y avait une barre devant, elles étaient attachées par les cordes, sur le devant. Quand les tracteurs sont arrivés, il y avait moins de vaches à ferrer. Les gens, ils ne se servaient plus de bœufs et de vaches, quoi. Ouais. Un passé révolu, mais toujours vivace dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu enfant. Ça me fait plaisir parce que ça me fait remonter dans mon esprit d'enfance où Sauveterre était mon terrain de jeu. Les enfants étaient partout, ils étaient au travail, ils étaient devant la boucherie. Et il me semblait, quand j'étais gamine, que le monde était comme ça et qu'il n'allait pas changer. Et pourtant, le monde change. On allait au puits les plus près, on venait ici. Et pour la toilette, on allait au terreau, on portait les seaux. Parce qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas d'eau ici. Outre l'aspect historique, l'intérêt c'est aussi de voir le chemin parcouru depuis l'après-guerre. Après il y a eu les douches et l'eau courante dans toutes les maisons. Ce que j'ai aimé, moi, c'est la parole des anciens qui nous communiquent leur vécu de leur temps. C'est ce qui m'a le plus intéressé. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'ingéniosité à l'époque. Il fallait se débrouiller beaucoup plus que maintenant. Maintenant on a tous les outils à portée de main. Des outils comme des QR codes, des audioguides, des smartphones, des sites internet qui permettent par exemple de préparer votre balade en Ségala en toute simplicité. Alors vous l'avez compris, on va parler de la transmission comme étant quelque chose d'extrêmement important pour ce fameux sentiment d'utilité et la transmission d'ici et d'ailleurs. Et pour ça, on va avoir le plaisir d'accueillir Monsieur Deluy, qui est résident de la maison Corian-Perrier. Monsieur Deluy, pour l'introduire, c'est un poète qui a été traducteur de nombreux poèmes étrangers, qui a vécu aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie, qui a voyagé dans de nombreux pays du monde. Et il a également fondé la Biennale internationale des poètes du Val-de-Marne. Je vous demande de l'accueillir. Merci. Pour accompagner Monsieur Deluy, il aura à ses côtés Aurore Stam, qui est également psychologue dans la même maison que Monsieur Deluy. Merci de l'accueillir. Et puis, on a des espèces de grands témoins de la transmission d'ici et d'ailleurs. Alors, pour la transmission d'ici, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Pilot, qui est documentariste et anthropologue, lauréate du prix de la Fondation Corian et du petit film que vous venez de voir. Merci, Sophie. Et le dernier binôme, c'est Julia Moury et Clément Boxbeld de l'association et fondateur de l'association Oldissé, qui eux vont nous éclairer un petit peu sur la transmission ailleurs. Merci à vous. Alors suite à ce premier film, évidemment, et de manière assez naturelle, ma première question va à vous, Sophie. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer la genèse de ce très beau projet ? En fait, c'est assez simple. Je vais vous raconter une partie de ma vie. Je suis partie en 2000 en Aveyron. J'étais parisienne. Je venais du monde de la radio et avec une formation d'ethnologue. Donc évidemment, quand je suis arrivée en Aveyron, j'avais un nouveau terrain de jeu et je me suis dit que ce qui m'a intéressée naturellement, c'était la société traditionnelle rurale. Donc j'ai fait un certain nombre d'émissions pour France Culture sur ce sujet-là et j'ai été très frappée en rencontrant évidemment des aînés, parce qu'il n'y a qu'eux qui se souviennent de cette société dans des années 50,
qui me disait, mais enfin, je comprends pas, ça vous intéresse, ces vieilles histoires, vous? Moi, mon fils, ça l'intéresse pas. Je dis, c'est tout de même bizarre, cette histoire. Est-ce que le père a déjà essayé de raconter à son fils? J'en doutais. Du coup, le fils, évidemment, n'avait certainement pas posé de questions, puisqu'il ne savait pas. Et puis, je me suis rendu compte que ces années-là, ces années d'après-guerre, en fait, juste après-guerre, qui sont juste avant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, qui ont complètement bouleversé le monde rural, avec l'arrivée, tout simplement, de l'eau courante, donc les machines à laver, la religion qui a été moins présente aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre il y a eu vraiment ça a été énorme, les changements. Et que cette époque-là, les jeunes sont partis. Il y a eu tout l'exode rural. Et donc, c'est un moment où on n'a pas envie de le partager parce qu'on en a un peu honte, quoi. C'est ce qui a fait partir nos enfants. Et si on ne va pas chercher cette mémoire-là, elle ne revient pas naturellement. Moi, quand je les mets devant un puits et que je leur dis, mais je veux que vous m'expliquiez vraiment le saut, vous le descendiez comment, ça se passait comment. Et là, ça y est, ça démarre, ils sont ravis de le raconter. Et puis, je travaillais dans un centre culturel avec le côté tourisme. Je me suis dit, mais enfin, en Aveyron, on a un patrimoine, mais incroyable, de petits patrimoines, qui est en train de partir en morceaux. L'ancien four à pain, les toits s'effondrent, le lavoir, tout ça. C'est tout de même dommage, parce que les touristes, quand ils viennent chez nous, c'est ce qu'ils recherchent. Et cette mémoire, elle est en train de partir. Et Oreilles en balade est né comme ça, avec derrière cette citation d'Amadou Hampâté-Bâ, et j'ai vu que vous en étiez, il était aussi présent dans une petite plaquette qui disait « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Et je crois effectivement qu'il y a urgence, parce qu'autant on peut restaurer les fours à pain, mais on ne pourra pas restaurer la mémoire. Merci Sophie. Bon, vous l'avez compris, les prochaines vacances, c'est en Aveyron, a priori, ça c'est obligatoire. Vous avez vu, c'est beau, hein? Oui, j'en doutais pas. Maintenant, j'ai une question pour Julia Moury ou Clément, et on va voir comment vous allez vous organiser, parce que ça peut être de surprise en surprise. On va découvrir plus tard votre travail par un petit film de présentation, mais vous avez vu ce mouvement aussi de... Alors, ma question, excusez-moi, c'est est-ce que vous avez vu ce mouvement aussi de disparition progressive des passeurs d'histoire lors de vos différents voyages? Est-ce finalement une spécificité uniquement européenne? Alors, merci beaucoup. Ce mouvement un peu de délitement du rôle de la personne âgée comme vecteur de la transmission, on l'a vu un peu dans toutes les sociétés où on va, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout. Comme vous l'avez dit, l'exode rural, ça se voit partout, et en ce moment, c'est en train de se faire beaucoup en Afrique et en Chine. La technologie, le fait que même moi, quand j'ai une question, mon premier réflexe, c'est d'aller la chercher sur Google, et c'est pas d'aller poser la question à quelqu'un d'autre et à une personne âgée. Donc ça, c'est des éléments qui se retrouvent partout. Mais nous, on s'est concentré sur des initiatives positives comme peut l'être Oreilles en balade. On est allé voir dans le monde. Et c'est pas un hasard quand même si ce qu'on a vu de mieux dans le rôle de la personne âgée comme transmission de valeurs, ça se fasse dans des sociétés qui sont considérées comme plus traditionnelles, où la tradition orale reste encore présente. Donc, pour donner un exemple, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est dans les communautés autochtones de Colombie, donc des peuples indigènes, qui sont là d'avant la colonisation. Il y a un vrai mouvement d'essayer de retrouver les savoirs qui sont en train de se perdre, donc la langue locale, les valeurs, la spiritualité, la cosmogonie. Tout ça, c'est des choses qui ne se transmettent plus trop. Et les instituteurs de ces écoles, de ces territoires-là, ils vont questionner les personnes âgées, ils vont essayer de faire remonter tous ces savoirs-là, et les personnes âgées interviennent dans les écoles, et c'est complètement nouveau, en langue locale pour transmettre ces savoirs. Donc ça, c'est un exemple qu'on a vu en Colombie. Et au Brésil, on a pu voir que dans la culture populaire brésilienne, à laquelle tout le monde est attaché, la samba, la vieille garde de la samba, c'est une institution très importante, et c'est ces anciens qui ont pour charge de garder l'esprit qui faisait tout l'esprit contestataire de ce style à l'époque, et qui qu'il faut garder jusqu'à aujourd'hui. Et je vais laisser la parole. Si je peux juste ajouter, du coup, on est aussi allé dans des pays européens pour voir comment on vieillit dans différents pays d'Europe. Et nous, on a vu qu'il y a énormément de projets aujourd'hui qui se créent, qui redonnent vraiment une utilité très forte aux personnes âgées.
Par exemple, on s'est rendu au Portugal où on a rencontré des grands-mères qui... alors, c'est des grands-mères qui font de la couture et du tricot, mais pas chez elles, au coin du feu. Elles se réunissent tous les jours dans leur atelier. Elles font des vrais objets de design, des vêtements. Et tous les 3 mois, elles sortent une collection de mode. Elles se transforment en fait en mannequins, elles font des shootings photos, elles font la vraie promotion de leur collection. Et il y a un engouement, on voit aujourd'hui un peu qu'il y a un engouement autour de savoir-faire qui était en train de disparaître. Il y a énormément de jeunes qui s'inscrivent à leur atelier. Donc on peut se demander par quel biais on peut revaloriser ce rôle-là, aussi par le mentorat. On a vu des initiatives en Belgique où les personnes âgées réussissent à faire sortir des jeunes issus de la migration du chômage de longue durée. Donc il y a plein de biais comme ça par lesquels on peut redonner une vraie utilité sociale aux personnes âgées. Merci beaucoup. C'est intéressant parce qu'on peut des fois préjuger ou présumer que cette perte, d'abord, elle est inéluctable, et on voit qu'elle ne l'est pas, et qu'elle est une spécificité européenne, et on voit qu'elle ne l'est pas non plus. Donc c'est plutôt encourageant. Ma question suivante revient à vous, Sophie, une nouvelle fois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des effets positifs de ce travail de transmission sur les territoires qui a été concerné par votre initiative ? Alors ça a été formidable parce qu'en fait on n'a pas du tout conscience de cette richesse. Et au contraire, moi, dans mon centre culturel, on me disait plutôt c'est une catastrophe, on a une population vieillissante, on a 60% de plus de 60 ans. Donc vous voyez, c'est par rapport aux statistiques du Var, on est bien pire. Donc c'était vraiment une fatalité horrible. Je me suis dit, mais enfin, c'est une richesse extraordinaire. Comment et quand on a commencé Oreilles en balade, je faisais des réunions publiques pour que justement savoir un peu ce qui était important pour la population, ce qu'ils avaient envie de mettre en valeur, etc. Et ça a été très compliqué à gérer. Il a fallu trouver des systèmes parce qu'on y aurait passé la nuit, parce que dès que les souvenirs commençaient, ça n'arrêtait plus. Et les deuxièmes réunions que j'avais, c'était avec les élus pour leur faire écouter le résultat et la validation. Et là, ils étaient tous extrêmement étonnés en disant « Ah, mais on peut dire autant de choses de mon village, mais c'est incroyable cette richesse. » En fait, on l'a complètement abandonné. Ça a recréé l'envie chez les habitants, au moins dans 2 villages sur les 10, de se réunir et de faire la restauration de petits patrimoines. Donc on a recréé du lien social. Donc ça, c'était assez formidable parce qu'on avait un certain nombre de communes qui se disaient « mais on n'arrivera jamais à le restaurer » et puis personne s'y intéresse, ça y est. Donc ça, c'est reparti. Et puis l'autre côté qui a été très intéressant, vous parliez des interventions dans les écoles. Donc on a eu aussi ça dans le sens où on fait un parcours enfant évidemment, donc pareil avec la même idée de le faire avec les gens du village, donc avec les enfants du village pour qu'ils parlent aux jeunes touristes. Et certaines classes ont fait venir des aînés dans pour parler aux enfants. Et ça a été du côté des aînés, on parlait d'utilité, là ils étaient tellement fiers, ils étaient rentrés dans le lieu du savoir tout de même, et de l'écrit, on venait leur demander leur savoir à eux. Donc ça, comme reconnaissance, c'était vraiment important. Et puis la plus belle phrase que j'ai eue, c'était une petite fille après Vinquières, qui était le premier village qu'on a fait, qui m'a dit « Ah mais maintenant je sais que ma grand-mère, elle a des choses à me raconter. » Et là je me suis dit « Mais on a gagné. » Merci beaucoup Sophie. On constate finalement que quand on organise la transmission, on rend de l'utilité, et vos exemples en sont clairement éclairés. Alors Aurore, il est temps que je vous pose la question vous concernant. En qualité de professionnel de l'accompagnement des aînés, comment vous matérialisez-vous dans vos pratiques l'importance de cette transmission comme étant un vecteur du bien vieillir ? Alors, nous avons eu la chance, chez Corian les parents, de permettre à nos résidents d'être acteurs d'un beau projet de transmission. Et donc, je voudrais vous en parler aujourd'hui. Pendant 2 mois, Giovanni Privitera, qui est auteur et professeur à Sciences Po, a rencontré 8 résidentes de notre EHPAD. Il leur a proposé un atelier d'écriture dans le but de leur rendre la parole à nos anciens, leur permettre de faire le récit de leur histoire de vie, des bons souvenirs comme des plus douloureux, et toujours dans le but de transmettre. Quand je suis allée leur proposer de faire partie de cet atelier, d'intégrer cet atelier, certaines ne voyaient pas ce qu'elles pourraient apporter. D'autres ne se sentaient pas très à l'aise à l'idée de se livrer. Pourtant, ces mêmes résidentes, d'abord réticentes, ont pris plaisir à échanger, à transmettre leur histoire entre elles et attendaient avec impatience les séances suivantes.
De cet atelier est né un journal édité par Henri Dougier et qui reprend leurs témoignages. J'ai souhaité pour cette matinale vous en lire un article, le fruit de leur travail collectif qu'ils ont titré « Lettres aux enfants du XXIe siècle ». À mon tour, je vous transmets donc ces quelques lignes. Petite fille, petit garçon, je suis d'une génération qui a grandi sans téléphone et sans télévision. Alors mes conseils vont peut-être te paraître vieux jeu, mais écouter les anciens, ça peut aider à rendre humble. C'est ce que disait ma mère et je crois qu'elle avait raison. La rengaine habituelle voudrait que tu sois plus paresseux que nous. Pourtant, je vois tant de jeunes se lever le matin, prendre le métro, travailler. Aujourd'hui, les conditions de travail sont peut-être globalement meilleures qu'à notre époque, mais c'est plus difficile d'avoir un emploi. Il y a moins de travail. Alors adapte-toi, ne sois pas trop regardant, crée. On t'a rabâché qu'il fallait faire des études pour avoir un métier et avoir une bonne situation. Mais avoir une bonne situation ne signifie pas obligatoirement gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas croire la publicité. Tu es bien plus gâté que nous, c'est sûr. Pour Noël, j'étais heureuse d'avoir quelques oranges. Tu boutes parfois si on ne t'offre pas un smartphone. Mais nous avons éduqué vos parents, qui vous ont éduqué à leur tour. Si vous êtes comme vous êtes, nous avons notre part de responsabilité, dans le bien comme dans le mal. Ce n'est pas facile pour moi de t'écrire, car j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est différent. Ce n'est ni mieux, ni pire, mais c'est différent. J'ai très peu de certitude, alors laisse-moi te dire une chose dont je suis à peu près sûre. Quelle que soit la valeur de ta génération, elle aura au moins un pas d'avance sur toutes les générations antérieures, car elle hérite des précédentes et elle ajoutera sa pierre à l'édifice. N'oublie jamais ça. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette lecture. Maintenant, j'ai envie de poser une question à Monsieur Deluy. Monsieur Deluy, qu'est-ce que vous pensez de la transmission ? C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que vous pensez de la poésie ou de la prose. J'en pense rien. J'en pense rien parce que je crois qu'il n'y a rien à en penser. Il y a simplement à tenir compte de l'existence de plusieurs côtés. L'existence des gens qui vivent au jour le jour, instant à l'instant, et l'existence des autres. Monsieur Deluy, est-ce que la transmission, elle est importante, vous pensez ? Oui, la transmission, elle est non seulement importante, elle est capitale. Elle est capitale parce que c'est elle qui permet aux autres, à l'autre, de saisir ce qui se passe. Je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de dire à propos de la transmission. J'ai une dernière question quand même avant qu'on s'en aille. Vous acceptez d'y répondre ? Oui. Vous êtes arrière-grand-père depuis une semaine. Oui. Qu'aimeriez-vous transmettre à votre arrière-petit-fils Léo ? La même chose que j'aimerais transmettre, que j'ai aimé transmettre à ma petite fille et puis à ma fille. Le petit garçon en question dont vous parlez, Léo, il est grand comme ça. Il ne comprend pas grand-chose à ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre ? J'aimerais lui transmettre ce que je sais. Et ça, c'est pas facile, parce que je ne sais pas ce que je sais. Je ne vais pas vous raconter de ma vie scolaire, mais la poésie a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce que vous venez de dire, monsieur Depuis.
Je vous propose maintenant qu'on puisse regarder le film d'Oldysée et qui va nous ouvrir sur un regard plus lointain que nos frontières franco-françaises. Alors je trouve que la vieillesse, c'est vraiment un naufrage. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. En 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Clément et moi, on s'est rendu compte que la transition démographique est un enjeu global, mais que nos mentalités et nos modèles n'y sont pas préparés. On s'est lancé un pari, parler des vieux de façon différente, un peu moins triste, voire, soyons fous, avec humour. Ils font le tour du monde pour voir un peu les relations qui existent entre les jeunes et les vieux. Alors ils sont partis comme ça au Japon, en Chine, ils sont des reporters. Après ils ont continué en Inde. Allô? Ah voilà, te voilà après. Là on est au Brésil? Oui. Le plus gai, ce sont ces bonnes femmes qui sont avec des paréos, des machins, qui dansent. Elles ne se posent pas de questions existentielles. Sur notre route, on a rencontré des hommes et des femmes qui pensent la vieillesse différemment. Il y a un lien qui nous lie aux grands-mères. La grand-mère, on lui doit un respect extraordinaire. It's about making aging cool. And to me, the arts are the best way to make anything cool. The arts are cool. Et qui crée des modèles qui rapprochent les générations. El testimonio de los adultos mayores conmueve a los niños y a los jóvenes, los confronta con la realidad. Los niños y los jóvenes inyectan energía, alegría, entusiasmo. Parce que ce sont nos grands-parents, nos parents. C'est justement ça qui est tellement important. Et un jour, ce sera nous. Alors Julia, qu'est-ce qui a été un petit peu à l'initiative de ce projet fou? Un peu le point déclencheur, vous le voyez dans la vidéo, c'est ma grand-mère qui sert un peu de fil conducteur au trailer, qu'on voit qui se fait coiffer et qui raconte un peu tout ce qu'on a fait. Notre sensibilité au sujet, elle est venue de la relation vraiment très forte qu'on a construit avec nos grands-parents. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens de notre génération qui créent des projets liés aux personnes âgées, ça vient souvent des grands-parents. On a la chance de connaître nos grands-parents de plus en plus longtemps, d'avoir le temps de créer une relation forte et en même temps de les voir prendre de l'âge et commencer à se poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées avant, comment les accompagner dans cette nouvelle période de leur vie, qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Donc, moi, c'est ma relation très forte avec ma grand-mère, qui est vraiment un personnage marrant. Après, Clément, On sentait un décalage, en fait, entre notre expérience personnelle et le discours ambiant qu'on peut faire de la vieillesse, qui est plutôt angoissant, plutôt déshumanisé. Donc, on a voulu leur donner la parole dans des vidéos de 3 minutes. Donc, si vous voulez aller les voir, c'est sur Facebook, vous tapez Oldysée. Il y en a une 40aine. Et on voulait aussi trouver des solutions au défi de la transition démographique. Donc on allait voir des projets concrets qui sont portés par des citoyens à travers le monde, qui nous disent quelque chose sur la place que peuvent avoir les personnes âgées dans d'autres cultures et sur des pistes de solutions inspirantes chez nous. Merci beaucoup. Alors, quand on voit ces expériences d'ailleurs, j'ai une question pour vous, Sophie. Comment pouvons-nous, dans notre société, nous inspirer de ces exemples, finalement, pour raviver un petit peu l'importance de la transmission au cœur d'un pacte intergénérationnel ? Je crois qu'en fait, ça se passe, on voit de plus en plus d'initiatives, ça se passe naturellement. Je vais vous raconter une petite histoire qui était aussi à l'origine d'Oreilles en balade.
On travaillait donc avec le collège local et un jour j'ai la prof d'histoire qui vient me voir, mais alors désespérée, en me disant j'ai tout de même un souci. Tous les ans je fais intervenir un ancien résistant dans ma classe et je vois bien que ça va devenir difficile parce que ils partent les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire un enregistrement? Donc on a fait un très beau projet sur toutes les écoles du territoire où un ancien résistant est venu témoigner de cette histoire devant les élèves. On a fait un documentaire sonore à la suite. Donc, je pense que je ne suis pas le seul exemple, que voilà, tous les profs se rendent compte de ça, cette mémoire-là, il y a besoin de la garder. Et puis, il y a un autre facteur qui me semble important. En fait, je ne comprends pas, je sais qu'il y a des élus dans la salle, donc là, je m'adresse à eux. Pourquoi vous n'utilisez pas clairement, puisqu'on parlait d'utilité, les aînés pour devenir les nouveaux Greters? Les Greters, vous savez, c'est les habitants qui font visiter leur village avec leur propre histoire, leur propre passion. Et là, on a quelque chose qui est formidable tout de même. C'est un, on rend l'utilité et c'est vraiment bien. Et deux, c'est l'attractivité, c'est du développement économique, osons les gros mots. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, là, je vais faire un clin d'œil et un grand remerciement à la Fondation Corian qui permet une autre, et vous dévoiler un peu un secret, parce qu'en fait, demain et après-demain, je serai dans les établissements en train d'interviewer des aînés sur les droits des femmes. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir continuer des combats. L'égalité n'est pas encore là. Les femmes de la dernière génération ont été les seules à connaître. De 1945, on a eu le droit de vote, des lois sur l'égalité salariale, le fait qu'elles ont pu avoir un carnet de chèques. Ça a l'air d'être il y a 1000 ans. Non, c'était cette génération-là. Et donc, je vais aller auprès d'elles pour qu'elles témoignent et que les nouvelles générations... On n'oublie pas ça, on n'oublie pas que c'est récent et qu'il faut y porter attention et essayer d'aller jusqu'à la fin parce que c'est pas fini tout de même. L'égalité salariale, c'est pas encore ça. C'est malheureusement une réalité, c'est vrai. Clément, une question qui est importante pour nous, pour moi, c'est que depuis tout à l'heure, on voit l'importance de la culture orale, de l'oralité. Et en même temps, on peut se poser la question si vous, dans vos pérégrinations, vous avez vu des modèles finalement de transmission qui étaient différents que celui de l'oralité dont on parle depuis tout à l'heure. Déjà, l'oralité, quand avec des personnes âgées, on l'imagine souvent au coin d'un feu de bois, de façon assez traditionnelle, mais on a vu déjà d'autres moyens de porter cette voix-là, et puis aussi à travers l'image. Et ça, en Chine, il y a une émission qui s'appelle La vieille pékinoise a quelque chose à dire, qui est diffusée sur l'application mobile WeChat, donc une sorte de mix entre YouTube, Facebook, WhatsApp, et c'est des personnes âgées qui présentent cette émission, qui ont leur coup de gueule, qui donnent des conseils, qui parlent des sujets qui les préoccupent, et elles ont en moyenne 2 millions de vues par épisode. Donc on sent que quand on arrive à rendre accessibles ces technologies qui démocratisent la parole, et on l'imagine surtout pour les jeunes générations, quand on arrive à rendre accessibles ces outils-là aux personnes âgées, on arrive à porter un message, et ici la lutte contre l'agisme ou d'autres choses, auprès d'autres générations, là où ils sont aussi, les toucher sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Donc c'est au niveau de la transmission, je trouve qu'il y a d'autres aussi biais pour le faire. Voilà. Oui. D'autres, en termes de projets qui nous ont vraiment marqués, on a été aussi, on a beaucoup aimé les lieux de vie intergénérationnels. On a vu des lieux de vie de proximité en fait, qui mélangent les générations de façon très très naturelle et où en fait les gens se retrouvent parce qu'il y a un intérêt commun à être là. Ça peut être soit un bon restaurant, de la bonne nourriture qui est proposée, soit des services. Et récemment, donc, on était en Allemagne, il y a à peu près 500 maisons multigénérationnelles sur le territoire allemand. On a visité la toute première qui avait été créée. C'est une maison qui accueille tous les jours 600 visiteurs. Et il y a des jeunes, il y a des vieux qui se retrouvent, qui passent du temps ensemble, qui mangent ensemble parce que c'est une cafétéria qui propose des produits excellents. Il y a un accueil de jour, il y a une garderie. Et en fait, les gens se retrouvent, c'est des voisins, ils créent des liens de proximité. Et finalement, c'est de l'intergénérationnel, mais très naturel, quoi. Ils n'ont pas l'impression
de faire un effort ou, pour créer du lien. C'est bon, oui. Tout ça est évidemment très encourageant. Alors moi, je rêve d'avoir prochainement la vieille Toulonnaise à quelque chose à nous dire. On verra si ça se développe par chez nous. Peut-être, ou pas, que Monsieur Deluy aura le mot de la fin de cette table. On lui a demandé précédemment de réfléchir à une citation qu'il aimerait nous transmettre. Donc je ne sais pas si il va avoir envie de le faire ou pas. S'il le fait pas, c'est pas grave. S'il le fait, c'est avec plaisir. Vous voulez? Que j'ai envie de le faire ou pas, ça ne compte pas. Parce que je n'ai pas envie de le faire. Par contre, je m'étais engagé à dire quelque chose. Je dis donc quelque chose. Et ce quelque chose... Et ce quelque chose que je veux dire, c'est que la jeunesse, c'est le temps d'étudier la sagesse. Ça me plaît beaucoup. Et la vieillesse est le temps de la pratiquer. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a le plaisir d'arriver à la fin de cette table. Donc il va être temps d'une petite synthèse. Oui, alors là, la synthèse, peut-être on va garder un mot, c'est la notion de plaisir. Parce que ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça fait du bien. Je ne suis pas sûr que ce soit naturel. Il faut justement organiser les choses. Il faut qu'il y ait des lieux, faut qu'il y ait des médiateurs, il y a tout ça. Mais n'empêche que derrière, ça ne marche que si on se fait plaisir. Et tout ce qu'on a entendu, c'était que ça quand même. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, on a appris des choses. Je découvre que j'ai plein de choses à raconter aux gens. Je suis un élu, je découvre que les gens ils ont plein de trucs à dire sur ma ville, enfin ainsi de suite. Et à chaque fois, surprise et plaisir. Ça, c'est quand même pas mal. Mais bon, on s'arrête là. C'est parfait. On a un petit peu de temps pour quelques questions dans la salle, si des gens ont envie de solliciter nos intervenants. Afid Bellocine, donc directeur de maison de retraite. La première chose, je voulais saluer l'organisation, parce que bien souvent, effectivement, on fait des tables rondes, on fait des conférences, et les premières personnes concernées ne sont pas présentes. Là, je voulais saluer effectivement la participation de résidents. Il y en avait d'autres dans la salle juste un petit peu avant, qui ont dû nous quitter peut-être pour d'autres raisons de localisation. Donc vous saluez, confirmez qu'effectivement, dans notre société et dans nos établissements, la ressource qu'on observe et qu'on entend, elle est bien présente. Et je voulais aussi saluer et vous remercier parce que qu'est-ce que c'est ressourçant pour nous au quotidien de pouvoir partager avec vous, avec l'ensemble de nos résidents. Moi, j'ai le plaisir au quotidien de partager, d'échanger, d'apprendre. Et ça, c'est véritablement quelque chose de très, très important. Alors, sur la question de la transition, on connaît la forme de la transition orale, la forme de la transition par récit écrit, qui est la chose la plus facile à mettre en œuvre. Par contre, on a aussi des publics avec lesquels on a plus de mal. Donc, dans vos expériences, notamment les expériences culturelles différentes dans d'autres continents et sur d'autres cultures, est-ce qu'il y a des formes qui vous ont marqué de transition, de place dans la société de nos publics un petit peu plus vieillissants, parce qu'on est tous, et on a chacun une place où on est le vieux de quelqu'un. Donc, prenons-le avec beaucoup de relativité. Merci. Alors, merci pour cette question, parce que c'est les vidéos qui ont le mieux marché dans ce qu'on a fait, celles qui ont le plus touché les gens, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose en tant qu'aidant, et qu'on est face à un proche qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, qui n'a plus trop la parole, qui ne sait plus trop où il est ou avec qui il est. Comment rentrer en connexion avec ces gens-là? Des vidéos qui montraient des façons de le faire, c'est celles qui sont devenues virales, c'est celles qui ont été partagées, c'est celles qui ont le plus ému les gens. Alors, je pense qu'il y a plein de méthodologies, et en France, elles existent, et justement, ce qui a le plus marché, c'est de voir une méthodologie française qui a été exportée au Japon, et qui est basée sur la tendresse, sur le regard, sur le toucher,
Et c'est une ville japonaise donc, qui s'est saisie de cette méthode qui s'appelle Humanitude, je pense que vous connaissez. Et c'est une ville qui forme du coup ces aidants familiaux, qui forme les citoyens, qui forme les fonctionnaires à cette méthode-là. Et on a vu des Japonais, un couple qui se prenait la main pour la première fois parce qu'ils ne l'avaient jamais fait de leur vie, le faire là, pour la première fois dans cet atelier et en pleurer, en rire. Et de voir ce lien qui se crée devant nous, c'était magnifique, par exemple. Ça peut être un bel échange entre cultures, où on se rend compte que finalement, il y a des choses universelles, quoi. La mise en avant de tout ça, c'est que la transmission, elle peut même se faire après la perte, finalement, et y compris les pertes qu'on qualifie souvent de cognitives. Qu'est-ce qui reste C'est d'ailleurs une femme clown au Brésil qui nous l'a dit. De son expérience, ce qui reste, c'est l'amour. Et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer, quoi. Merci beaucoup. Eh ben alors merci, on peut donc vous remercier pour le plaisir que vous nous avez donné. C'est juste Clément, je pensais en écoutant ce qu'il disait, ce qui nous reste, c'est l'amour et tout ça. Il y avait une formule de Romain Gary. Romain Gary est connu puisqu'entre autres, il a écrit un livre, un des tout derniers, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Où justement, il regrettait beaucoup l'âge qui passe et il pouvait plus avoir un certain nombre de fonctions. Et du coup, je disais, ça vaut plus le coup d'être en vie, quoi. Et c'est un symbole assez fort justement de ce moment où, autant passer la main. Et tout ce qu'on dit, c'est justement, il peut y avoir des manques, mais pour autant des pertes, mais pour autant il reste plein de choses. Et Romain Gary avait une autre formule qui est très belle. Il disait, sans imagination, l'amour a aucune chance. Et je trouve qu'un peu ce qu'on a dit, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on imagine, comment on fait, comment on invente. Et un peu tout ce qu'on a fait sur cette matinée, c'était un petit peu ça. Alors, pour justement, et à propos d'imaginer, on est parti aussi avec vous d'ailleurs, avec Odyssée à nouveau. On est parti, puis avec d'autres, sur ce qu'on appelle la voix des aînés. Et l'idée, c'est tous les mois aller dans un établissement, partout où ils sont, pour aller enregistrer justement, interviewer une personne, un résident, qui raconte justement son histoire d'hier et d'aujourd'hui. Souvent, les gens voient la personne aujourd'hui et ne voient pas tout le millefeuille qu'il y avait derrière, toute l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc l'idée, c'est donc vous en avez fait 4, vous allez en faire 4 en tout, et puis il y en a d'autres qui vont être faits, il y en aura un tous les mois, et donc ça sera une jolie chose. Ça commence maintenant et on pourra les retrouver, et ainsi de suite. Et c'est une autre manière encore, justement, de faire à la fois durer le plaisir et de faire travailler sur cette transmission. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, les ateliers. Je vous rappelle, il y a toujours 12 places encore disponibles pour bosser. Vous les avez aimés tous les deux en train de causer. Vous allez les aimer encore plus tout à l'heure parce que c'est eux qui vont vous faire travailler. Donc si vous voulez voir de plus près, il faut vous inscrire et on travaille toute cet après-midi là-dessus. Et je voulais dire aussi, vous avez remarqué, il y avait le film de l'Odyssée. Il y avait France 3 qui a bien voulu donner un coup de main de manière très très sympathique pour Oreilles en balade. Il y avait aussi Stories qui ont fait des films et qui sont là en train de filmer. Et puis il y a Sarah et Jean-Claude qui ont fait tout le boulot aussi d'organisation. Donc je voulais aussi dire qu'il y a tous ces gens-là qui contribuent très très fortement à la réussite de ces matinales. Au-delà du fait qu'il y a... Antoine, il y a eu combien de gens qui, dans les équipes, ont bossé pour organiser cette... Une bonne trentaine de personnes. On les a vus hier, mais il y a eu des réunions régulières et tout ça. Et donc ça aussi, je voulais vous remercier parce que aussi, je crois, ce qui fait la force de ces rencontres, c'est qu'on aille sur place, c'est que les gens qui parfois n'ont pas toujours l'habitude ou l'envie de causer parlent, qu'il y a des gens justement qui transmettent aussi tout simplement leur métier. Avant d'écouter un type absolument formidable, on va d'abord voir un petit film, un autre. Je n'ai pas arrêté de dire combien c'était important, il y a des gens qui ont fait des films et tout. Et bien là, on va voir un petit peu la synthèse sur la voix des aînés. Moi, ça m'est égal si je ne plais pas aux autres. Hein. Moi, il faut en premier que je me plaise à moi. Je m'appelle Janine Vasselet et je vais avoir les 95 dans 3 semaines. Tous les matins, après ma toilette, je mets ça comme ça, on fait des essais. Je choisis bien tous mes trucs, hein. Pour ça que je les étale. Vous voyez ? Non, mais vous voyez que ça change la tête. Hein, on n'est pas pareil. Alors j'ai été habituée, j'ai toujours vu ma mère bien se machiner, mais j'ai fait pareil. Parce qu'il faut mettre de la couleur. Puis alors comme ça s'est abîmé, je l'attache, je lui fais un petit zizi. Je descends toujours vers 11h. Personne ne me dépasse. Hein. Mais vous savez, moi qui conduisais une voiture sport, hein, je vous assure que ça aide pour ça. Hein. Seulement c'est un rétroviseur.
Et puis je dis bonjour à toutes celles qui m'attendent, parce que si je viens pas, ben après elles me font la tête et tout ça. Là, ils sont en train de s'incendier, vous voyez. Alors là, on va arriver à la salle à manger. Je parle mal, je marche mal, j'entends mal, mais je mange. Allez, on va trinquer tous les deux. J'adore manger ce qui est bon. Ça va. Et vous allez voir quand c'est le bœuf. Mes grands-parents, c'était des grands charcutiers à Orléans. Et mon père, c'était la boucherie. Mais ça, je le reconnais, que je suis difficile. Moi, ça passe vite parce que je suis avec le monde. Quand je ne suis pas là, certains disent, mais où elle est passée, on ne la voit pas. Oh ben, il me suit. Il y a un petit salon qui est là. D'ailleurs, on sait, c'est ma chef. Je viens à 2h. Je suis là, vous voyez, avec mes lectures. C'est ma place, on sait. C'est intéressant à lire parce que ça change de la télé. Et puis vous avez des nouvelles, mais je vous dis, c'est pas politique, c'est ni droite ni gauche. Il a voté ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Bonjour Madame Vasselet. Voilà. Je fais vraiment l'accueil. Comment ça va? Tout le monde me parle, bonjour, ça va. Pour moi, c'est la conversation. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vrai que je suis toujours là, Assad. Tout à fait. Et si je suis pas là, c'est qu'on me cherche. On ne sait pas où je suis. Alors, vous avez bien compris que l'idée, c'était quand même d'essayer de montrer un autre regard ou une autre image tout simplement de ce qui se passe en maison de retraite, et que là aussi, il y a une diversité incroyable de personnes. Alors, Julia et Clément, comment ça s'est passé comment, quoi? Madame Vasselet, elle est formidable. On a débarqué à 11h du matin. Elle était déjà beaucoup plus en forme que nous. Et non, on a compris que c'était vraiment un personnage central dans cette maison. Elle est présidente du Conseil de la vie sociale. Donc c'est elle qui fait le lien entre les résidents et le personnel. Et donc elle est en lien constant en fait. Tous les matins, elle fait sa tournée des résidents pour voir si tout va bien. Elle va parler. Elle dit si j'y vais pas, je vais me faire gronder. Ils vont m'attendre. Donc elle se sent utile et puis elle est hyper heureuse et positive. Donc c'est génial à voir. C'était une journée en immersion avec Madame Vasselet. Nous, ce qu'on aime bien, c'est pas avoir de préjugés en fait sur les questions qu'il faudrait poser à. Là, elle a 95 ans, pas trop parler du passé, mais du présent, et avoir la même relation qu'on pourrait avoir avec quelqu'un de notre âge, quoi, comme si c'était notre pote, et puis voilà, on rigole, quoi. C'est à peu près ça l'approche qu'on essaye d'avoir quand on fait un portrait. C'est assez réussi parce qu'en effet, elle vous parle là aussi, on voit pas la caméra. Elle est contente qu'il y ait la caméra, mais globalement, elle vous parle à vous et elle n'est pas là en train de vous faire la leçon. Non, au début, elle est un peu intriguée de voir le micro, la caméra. En fait, après, elle l'oublie. Au départ, elle voulait pas se pomponner devant nous, parce que nous, on lui disait, on savait qu'elle faisait ça le matin, on voulait le filmer, mais au départ, elle a dit non, et puis voilà, petit à petit, on a passé 3 heures avec elle, elle nous a montré tous ses secrets beauté. Donc, voilà. Et Clément, du coup, vous en avez gardé pour vous des secrets beauté? J'hésite à me raser les sourcils et à les redessiner. C'est ce que j'ai. Mais voilà, je suis pas encore sauté le pas. D'accord. Voilà. Va falloir y réfléchir et peut-être à la fin des ateliers ce soir, peut-être va-t-il le faire. On espère. Super, vraiment. Merci. Donc encore une fois, Aude, où est-ce qu'on va les trouver après ces films? Sur le site de la Fondation. Et ils seront tous sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je le redis, il y a aussi un site qui a été refait il n'y a pas très on où il y a plein d'éléments, tous les sondages, les éléments, les études, vous les retrouvez sur le site. Donc vous pouvez aussi les télécharger, les lire, qui que ce soit. On ne demande pas aux gens leur identité Corian ou pas, on s'en fout. Ça sert justement pour tout le monde. Les films, c'est pareil. C'est aussi ça le jeu, c'est que c'est une plateforme qui est dédiée au sujet et qui est dédiée aussi à un regard différent sur le sujet. Et donc vous y contribuez très très fortement tous les deux. Bien, merci pour cela. Alors, Bruno, ça fait 2 heures qu'il dit « je veux parler ». Enfin, il va y arriver. Donc je vais demander au grand Bruno de bien vouloir intervenir et conclure tout simplement cette matinée. Merci. Bonjour à tous, je suis Bruno de Werler, je suis directeur des opérations pour Corian. Et ce matin, mais comme beaucoup de matins, mais ce matin particulièrement, je sais pourquoi, j'adore ce métier, j'adore nos métiers. Il y avait de l'émotion, beaucoup.
il y avait de la technique, il y avait du scientifique, il y avait des relations entre nous. Et sincèrement, c'est ce qui fait en sorte que nos vocations, notre sens est vraiment très porteur. Donc tout d'abord, grand merci aux intervenants, à tous ces témoignages nombreux, riches que nous avons eus ce matin. Grand merci à la Fondation, Aude Letty, Serge Guérin, Dricia Saïd et toute l'équipe. Grand merci aux équipes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à vous tous ici présents parce que c'était important de confronter nos regards, d'échanger. Nous sommes une filière unie au service d'une noble cause, en tout cas de plein d'activités qui sont riches de sens, accompagner le bien vieillir. Et puis, vous le savez aussi, nous sommes sensibles au fait de valoriser nos métiers, l'ensemble de nos métiers au service des seniors et de nos aînés. Et peut-être une petite illustration pour la fin, mais nous avons la fierté d'avoir conclu un partenariat original avec le célèbre guide Goemio, qui labellise nos offres de restauration. Sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, le premier établissement à avoir été labellisé Goemio, c'est celui de Nice, le Château des Olières, et un certain nombre vont suivre. Alors, nos chefs se sont unis pour le buffet, pour vous faire découvrir un certain nombre de petits trucs et astuces, justement pour continuer dans une dimension de plaisir. Et quoi de mieux qu'un buffet pour continuer nos échanges tous ensemble, pour confronter nos regards. Donc encore, grand merci et au plaisir d'échanger avec vous à travers ces buffets. Merci.